Si l'on avait essayé de construire le barrage ouvert en coulant un seul bloc de béton géant, eh bien la structure entière se serait littéralement déchirée de l'intérieur, Ouais, de l'intérieur. d'elle-même en fait. Et ça en moins de 2 semaines. C'est fou, hein? C'est un fait qui va complètement à l'encontre du bon sens, mais c'est l'une des réalités physiques les plus fascinantes de tout ce projet. C'est clair. On regarde cette muraille massive aujourd'hui et on s'imagine que c'est un simple triomphe de la force brute, quoi. Exactement. Le fleuve Colorado, c'est une masse d'eau extrêmement violente, très imprévisible. Totalement. Donc visuellement, on a l'impression qu'on a juste versé plus de béton et empilé plus de roches que la nature ne pouvait en supporter, juste pour l'écraser. Voilà, c'est l'image qu'on en a. Mais notre exploration d'aujourd'hui, dans les documents d'archives et les rapports de construction du barrage, ça montre une réalité très très différente. Tout à fait. Bon, décortiquons un peu tout ça. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, ce n'est pas de faire un catalogue de chiffres astronomiques, de dates ennuyeuses, non. Non, ça n'aurait pas grand intérêt. L'idée, c'est de comprendre comment on peut ériger un tel titan de béton dans un environnement aussi hostile en utilisant des astuces d'ingénierie qui sont euh, presque déconcertantes de simplicité par moment. Parce que l'ingénierie du barrage ouvert, il faut bien comprendre que c'est avant tout une série de victoires intellectuelles face aux lois de la physique. D'accord. Chaque obstacle naturel, en fait, a été contourné, manipulé ou carrément utilisé à l'avantage des constructeurs. Et d'ailleurs, le tout premier obstacle, c'est l'évidence même. C'est l'eau. Oui, le fleuve lui-même. Comment on construit des fondations au beau milieu d'un fleuve enragé? Il faut un terrain sec, logiquement. C'est la base, oui. Et pour assécher le lit d'un fleuve de cette taille-là, on ne peut pas juste, empiler des sacs de sable. Il faut littéralement déplacer le fleuve. Et ça, c'était vraiment la toute première étape critique. La stratégie, c'était de creuser 4 gigantesques tunnels de dérivation. Directement dans la roche. Directement dans la roche solide, des parois du canyon, oui, de part et d'autre du site principal. L'idée, c'était d'offrir au fleuve un tout nouveau chemin temporaire. D'accord, mais percer ces montagnes-là dans les années 1930, ça posait un problème majeur, non? On n'avait pas les technologies d'aujourd'hui. Ah bah non, on n'avait pas les fameux tunneliers mécaniques géants, vous savez, ces énormes cylindres rotatifs ultramodernes qui creusent nos métros aujourd'hui. Oui, d'après nos sources, ces machines étaient soit impopulaires à l'époque, soit tout simplement inadaptées à ce type de roche hyper dure. Exactement. Donc la seule solution viable, c'était d'y aller à l'explosif. Ah, la dynamite. Voilà. Mais de l'explosion contrôlée à une échelle purement industrielle. Et c'est là qu'ils ont dû concevoir une machine très spécifique pour ce chantier qu'on a appelé la foreuse Jumbo. Ah oui, le Jumbo Fort. La description de cette machine dans les rapports est vraiment impressionnante. C'est un monstre. Ce n'était pas une simple perceuse, hein. Il faut s'imaginer une sorte d'échafaudage monstrueux qui est monté sur les roues d'un gros camion et qui est capable de se déplacer à l'intérieur du tunnel. C'est ça. Et sur cette structure métallique, ils ont fixé près de 30 foreuses simultanément, 30. En même temps. toutes en même temps, toutes alimentées à l'air comprimé par un réseau de tuyaux gigantesques. C'est dingue. Imaginez un peu le bruit et la poussière. 30 foreuses pneumatiques qui percent la roche-mère en même temps dans un espace complètement confiné avec la chaleur écrasante du désert à l'extérieur. L'enfer, quoi. Un peu, oui. Les ouvriers positionnaient le jumbo, ils perçaient un motif très, très précis de trous dans le mur de roche juste en face d'eux, et ensuite, ils inséraient la dynamite. Ensuite, j'imagine qu'on recule ce monstre de métal à une distance de sécurité, une commande électrique déclenche l'explosion et boum, la roche vole en éclats. Exactement. Et après ça, on envoie simplement des pelleteuses pour ramasser les débris et on avance. En théorie, oui, mais le véritable danger, en fait, arrivait juste après ce déblayage. Parce que l'explosion, elle fragilise énormément toute la structure environnante de la montagne. Ah, bien sûr, le plafond doit être instable. Totalement instable. Le plafond du nouveau tunnel, la voûte, était rempli de rochers qui menaçaient à tout moment de s'effondrer sur les ouvriers. Il fallait donc sécuriser cette voûte le plus vite possible avant même de pouvoir recommencer à creuser. C'est ça. Et là, ils utilisaient une technique assez radicale. Les équipes venaient fixer des barres d'armature métallique directement contre la paroi rocheuse, irrégulière. D'accord. Et ensuite, ils venaient pulvériser du béton à très haute pression par-dessous tout ça. Le fameux béton projeté. Un peu comme si on faisait de la peinture au pistolet, mais avec du ciment, quoi. C'est la meilleure analogie, oui. Le béton projeté permettait de figer la roche brisée instantanément. Mais il y avait un autre problème. Lequel? Pour que l'eau du fleuve puisse s'écouler rapidement, et surtout sans éroder la pierre avec la friction, les tunnels devaient avoir des parois intérieures qui soient parfaitement lisses. Ah oui, pour l'hydrodynamique.
Exactement. Et c'est là qu'intervenait une autre merveille mécanique dont parlent nos sources. La machine de coffrage hydraulique extensible. Ah, ça c'est vraiment la pièce de machinerie que j'ai trouvée la plus astucieuse de toute cette étape. Elle est brillante. Parce que plutôt que de construire des moules en bois pour couler le béton de manière classique, ce qui aurait pris des mois, franchement, ils ont utilisé cette immense machine qui pénètre directement dans le tunnel fraîchement dynamité. Et grâce à des vérins hydrauliques, la machine s'étendait mécaniquement, un peu comme un parapluie qui s'ouvre, pour épouser le diamètre parfait du tunnel. Une fois la machine étendue et verrouillée, elle servait de moule géant. Il coulait le béton sur les côtés de manière uniforme. Et pour la partie supérieure de la voûte, là où la gravité rend évidemment le coulage beaucoup plus difficile, ils utilisaient des pistolets pneumatiques pour injecter le béton en force. C'est hyper ingénieux. Et une fois que le béton avait durci, la machine se rétractait sur elle-même, elle avançait de quelques mètres sur ses rails et elle recommençait le processus. Une véritable usine souterraine mobile. C'est fascinant. Donc, une fois ces 4 immenses artères terminées, l'étape suivante, c'était de forcer le fleuve à y entrer, de le dévier. Ce qui nous amène en fait à la gestion des déchets du chantier. Parce que l'ingénierie efficace, c'est avant tout celle qui ne gaspille rien. C'est clair. Pour forcer l'eau dans ces nouveaux tunnels, il fallait bloquer le canyon avec des barrages temporaires, ce qu'on appelle dans le jargon des bâtards d'eau. Et pour construire ces barrages temporaires, plutôt que d'amener des matériaux de l'extérieur, ils ont tout simplement recyclé les milliers de tonnes de roches qui venaient d'être pulvérisées et extraites par le jumbo lors du creusement des tunnels. C'est une synergie parfaite. Ce qui est fascinant ici, c'est que le déchet de l'étape 1 devient instantanément la matière première de l'étape 2. C'est très malin. Donc, un premier bâtard d'eau est construit en amont pour bloquer le fleuve et le dévier dans les tunnels, et un second bâtard d'eau est construit en aval pour empêcher l'eau de remonter à contre-courant vers la zone de travail. En lisant ça, je pense à une analogie. C'est un peu le même principe mécanique qu'un pontage lors d'une opération à cœur ouvert. Ah, c'est intéressant ça. Bah oui, on ne peut pas arrêter le flux de sang, alors on crée une voie de contournement avec des pinces de chaque côté de la zone à opérer pour que la circulation continue pendant qu'on travaille sur une zone parfaitement asséchée. L'analogie est très juste, vraiment. La zone de construction, à ce stade, c'est devenu une énorme baignoire à sec encadrée par 2 immenses barrages de terre et de roches. Le fleuve passe tranquillement dans les murs du canyon. Et c'est là, à ce moment précis, que le travail sur les fondations réelles du barrage ouvert a pu enfin commencer. Exactement. Il a fallu creuser le fond du canyon, descendre encore de 90 mètres à coups de marteau-piqueur et de dynamite. 90 mètres sous le lit du fleuve. Oui, l'objectif c'était d'enlever absolument toute la roche meuble, toute la boue accumulée depuis des millénaires pour atteindre ce qu'on appelle la roche-mère. C'est-à-dire la seule surface géologique qui soit capable de supporter le poids d'un tel monstre de béton. Voilà. Et c'est justement au moment de couler ce fameux béton qu'on tombe sur ce paradoxe dont je parlais au tout début de notre discussion. Ah oui, l'histoire du vide. J'ai lu les plans de John Savage dans nos documents, l'ingénieur en chef du projet. Il a exigé qu'on laisse un espace vide d'1 mètre de large au beau milieu de la structure. Oui, 1 mètre de large de bout en bout. Mais attendez, logiquement, si je veux construire un mur indestructible qui est censé bloquer un fleuve entier, je le coule d'un seul bloc massif pour qu'il n'ait absolument aucune faiblesse, non? Pourquoi laisser une fentée? Mais cette logique, elle ignore une loi fondamentale de la chimie et de la thermodynamique. D'accord. Le béton, il faut savoir qu'il ne sèche pas comme de l'eau qui s'évapore au soleil. Il durcit grâce à une réaction chimique complexe entre le ciment et l'eau. Oui, l'hydratation. C'est ça. Et cette réaction chimique, elle est exothermique, ce qui signifie qu'elle génère de la chaleur. Je vois. Mais on parle de quelle quantité de chaleur, là? Énormément de chaleur. À l'échelle d'un barrage de cette taille, on parle de températures extrêmes à l'intérieur même du lure. Si tout le barrage avait été coulé en un seul bloc continu, le centre de la masse aurait mis des décennies, littéralement à refroidir. Des décennies. Ce qui se passe quand le béton finit par refroidir? Il se contracte. Il rétrécit très légèrement. Ah, je commence à comprendre. Sauf que le barrage, il est ancré de force dans les 2 falaises du canyon. Il est coincé, il ne peut pas bouger. Voilà. Vous avez mis le doigt dessus. Les extrémités sont bloquées par la montagne, donc si le centre se contracte en refroidissant, cela crée une tension structurelle colossale. La matière tire sur elle-même. C'est ça. Et comme le béton est un matériau qui résiste très mal à la traction, la structure se serait tout simplement déchirée. Ça aurait créé des fissures géantes dans tout l'édifice en un rien de temps. C'est fascinant.
Donc, pour rendre le barrage plus solide, il fallait littéralement le concevoir avec un trou au milieu. Exactement. En laissant cette fente d'1 mètre au centre, les ingénieurs ont donné aux différents blocs de béton l'espace nécessaire pour se contracter librement vers l'intérieur en refroidissant, sans tirer sur les blocs voisins. Ils ont donc coulé le barrage sous forme de dizaines de gros blocs individuels, empilés un peu comme un jeu de construction symétrique en fait. C'est l'idée. Et pour accélérer ce refroidissement, parce qu'évidemment ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre des années, ils ont noyé des kilomètres de conduites d'eau directement à l'intérieur de ces blocs. Des tuyaux dans le béton. Oui, ils y faisaient circuler de l'eau glacée en continu qui provenait d'une usine de réfrigération géante construite spécialement pour l'occasion sur le site. Impressionnant. Et d'ailleurs, en parlant de logistique, le transport de ce béton chaud jusqu'au bloc est une autre petite merveille que j'ai repérée. Les sources parlent de ces énormes bennes à béton qui étaient suspendues à des câbles au-dessus du vide. Les fameuses bennes, oui. Elles utilisaient un mécanisme de charnière assez élégant pour éviter les manipulations dangereuses par les ouvriers. Tout reposait sur la simple gravité en fait. Le fond de la benne était divisé en 2 portes battantes. D'accord. Lorsqu'elle arrivait exactement au-dessus du bloc à couler, un ouvrier sur place enlevait un simple verrou de sécurité manuel. Ensuite, le grutier, depuis sa cabine, tirait la benne vers le haut. Et donc, le poids du béton à l'intérieur forçait les portes à s'ouvrir automatiquement vers le bas. Voilà, déversant le contenu exactement où il le fallait, de manière fluide, sans avoir besoin d'un moteur ou d'un système complexe qui risquerait de tomber en panne. C'est super ingénieux. Et donc, une fois que tous ces blocs ont été refroidis, contractés et stabilisés grâce à l'eau glacée, ils ont enfin rempli l'espace vide central d'1 mètre avec un béton spécial. Ce qui a scellé la structure de manière définitive et permanente. Bon, le mur est là, il est intact, il est solide, les bâtards d'eau sont retirés et l'eau commence à s'accumuler derrière le barrage. On pourrait penser que le plus grand danger désormais, c'est la pression frontale. C'est-à-dire, Cette masse d'eau titanesque du lac qui pousse horizontalement contre le mur de béton pour essayer de le renverser. bien sûr, c'est le danger le plus visible, mais l'eau est incroyablement insidieuse. Les concepteurs savaient pertinemment que la vraie menace ne frapperait pas de front, elle frapperait par en dessous. Par en dessous. C'est ce qu'on appelle en ingénierie la force de soulèvement hydrostatique. Ah, oui. Les documents d'ingénierie illustrent ça de manière très claire avec une expérience simple impliquant de l'eau boureuse. Tout à fait. Si on prend une petite maquette de barrage qu'on pose fermement sur le sol et qu'un tout petit peu d'eau réussit à s'infiltrer sous la base de la maquette, la pression de l'eau ne pousse plus horizontalement. Elle pousse verticalement, elle soulève l'objet. C'est exactement le principe. L'eau du lac, qui est sous une pression phénoménale à cette profondeur, cherche toujours le chemin de la moindre résistance Logique. de la roche-mère elle-même et se glisser subtilement entre la montagne et la base en béton du barrage. L'analogie parfaite pour visualiser ça que j'ai trouvé géniale, c'est une simple ventouse collée au fond d'un évier rempli d'eau. Ah oui, c'est très parlant. Tant que la ventouse est parfaitement étanche, l'eau au-dessus appuie dessus et la maintient fermement en place. Mais si vous soulevez juste 1 millimètre du bord en caoutchouc, Un tout petit filet d'eau s'infiltre en dessous. exactement, et immédiatement la pression s'inverse, elle pousse vers le haut et la ventouse se détache. Et ce peu importe la quantité d'eau énorme qui appuie par-dessus dans l'évier. C'est bluffant. Et si ce phénomène se produisait à l'échelle du barrage Hoover, cette force ascendante pourrait littéralement soulever et faire basculer des millions de tonnes de béton. C'est terrifiant. Et du coup, quelle a été la solution des ingénieurs pour contrer cette force destructrice? Une solution d'une élégance absolue. Parce qu'elle est entièrement passive. Ils n'ont pas ajouté de renforts colossaux en acier ou des pompes mécaniques complexes à la base du barrage. Ils ont fait quoi alors? Ils ont fait tout l'inverse. Ils ont aménagé du vide. Encore du vide? Des trous dans le béton? Des galeries d'inspection et de drainage qui traversent le cœur même de la fondation en béton. Ils ont percé des dizaines de trous de drainage verticaux qu'ils ont ensuite remplis de mortiers poreux. D'accord, mais à quoi ça sert? L'idée est brillante de simplicité. Si l'eau d'infiltration réussit quand même à se glisser sous le barrage, au lieu de s'accumuler, de stagner et de construire une pression qui pousserait la structure vers le haut, L'eau rencontre ces cavités poreuses et elle prend le chemin de la moindre résistance. exactement. L'eau remonte naturellement par ces trous de drainage, elle s'écoule paisiblement dans les galeries prévues à cet effet, à l'intérieur même du barrage, puis elle est simplement canalisée et évacuée en aval, du côté sec, sans faire de dégâts. C'est l'art d'utiliser la dynamique des fluides pour laisser l'eau neutraliser sa propre pression. C'est du génie. C'est vraiment la marque des grands ingénieurs.
Une fois cette stabilité assurée, le barrage remplit parfaitement son rôle de mur. Mais une fois que vous avez bloqué un fleuve entier, vous avez créé un réservoir d'énergie potentielle absolument monstrueux. Il faut bien en fait quelque chose. Bien sûr, c'était même la véritable mission financière et industrielle de tout ce projet, la production hydroélectrique. L'électricité, oui. Une fois le barrage sécurisé, il a fallu s'attaquer à la mécanique de l'énergie. Et ça se passe tout en bas, dans ce grand bâtiment en forme de U situé au pied du barrage. Il abrite les générateurs, c'est ça? Oui, il abrite 17 turbines géantes de type Francis. Le principe de la turbine, c'est assez facile à imaginer pour la plupart des gens, je pense. L'eau tombe d'une grande hauteur à travers de gros tuyaux, elle s'engouffre dans une chambre en spirale, elle frappe les pales de la turbine et ça fait tourner un axe mécanique. C'est ça. L'énergie cinétique se transforme en énergie mécanique. Mais c'est la partie électrique qui m'a fait tiquer dans nos sources. Cette rotation mécanique entraînait l'alternateur, donc le générateur lui-même, qui est composé d'un rotor qui tourne à l'intérieur d'un stator fixe. Jusqu'ici, c'est le fonctionnement classique. Sauf que les spécifications précisent qu'il n'y a aucun aimant permanent dans ces énormes machines. Ce ne sont que des bobines de cuivre. Et là, j'avoue, j'étais un peu perdue. Pourquoi donc? Depuis mes cours de physique, j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'un aimant tourne près d'un fil de cuivre pour générer de l'électricité. Comment on fait du courant sans aucun aimant? C'est une excellente question, et c'est là qu'intervient la magie de l'électromagnétisme à très grande échelle. D'accord, je vous écoute. Pour produire de l'électricité, il faut effectivement un champ magnétique, vous avez raison. Mais des aimants permanents assez puissants pour des machines de cette taille-là, ça serait impossible à fabriquer et surtout à gérer. La force d'attraction serait incontrôlable. Donc la solution? La solution, c'est de créer un électroaimant géant. Attendez, donc on utilise de l'électricité pour créer l'aimant qui va produire l'électricité. Ça ressemble au paradoxe de l'œuf et de la poule, cette histoire. Comment on démarre le processus? C'est là qu'entre en jeu une pièce essentielle, mais beaucoup plus petite, l'excitateur. L'excitateur. C'est un petit générateur tout à fait distinct qui est situé au sommet de l'axe principal de la turbine. Et lui, il possède de petits aimants permanents classiques. Ah, Quand la turbine commence à tourner avec l'eau, cet excitateur tourne aussi et il génère un petit courant électrique initial. Et ce petit courant est envoyé directement dans les énormes bobines de cuivre du rotor principal en dessous. et voilà la boucle. Quand le courant traverse le cuivre du rotor géant, il le transforme en un électroaimant extrêmement puissant. Exactement. Le rotor devient un champ magnétique géant et rotatif. Et en tournant devant les autres bobines de cuivre fixes du stator, là, il induit le courant électrique massif qui part ensuite dans les lignes à haute tension vers les villes. C'est brillant. Vraiment brillant. Mais la théorie, c'est bien beau. Quand on regarde les photos d'archives et qu'on voit la taille réelle de ces rotors, ça pèse des centaines de tonnes. C'est gigantesque. Une question logistique évidente se pose. Le barrage est situé tout au fond d'un canyon super escarpé. Il n'y avait aucune route goudronnée capable de supporter des convois pareils descendant en lacets. Comment a-t-on pu descendre ces monstres de métal tout en bas? C'est vrai que l'ingénierie logistique devait être au moins aussi créative que le génie civil lui-même. Pour résoudre ça, ils ont dû inventer un système de transport aérien sur mesure. Un téléphérique, d'après les sources. Un téléphérique géant qui a été tendu en travers du canyon, d'une falaise à l'autre. Mais attention, on ne parle pas d'une télécabine de station de ski, hein. J'imagine bien, oui. C'était un système incroyablement complexe, avec un chariot massif en acier, soutenu par de multiples roues de roulement, et qui était contrôlé par 3 tambours de levage distincts, pour pouvoir gérer le poids énorme, et surtout l'équilibre de la charge. Donc ce chariot glissait doucement au-dessus du vide, il s'arrêtait pile au-dessus du bâtiment de la centrale en bas, et il descendait les pièces avec une précision genre millimétrique. C'est exactement ça. Et ce n'était pas seulement les générateurs qu'il fallait descendre au fond du trou, il y avait aussi les fameux tuyaux géants pour amener l'eau du lac jusqu'aux turbines. Les fameuses conduites forcées. Oui. Et là encore, c'était un défi énorme. On ne pouvait pas simplement faire passer l'eau sous haute pression directement dans des tunnels bruts, creusés dans la roche. À cause de la friction, j'imagine. La friction, oui, et surtout la pression de l'eau, qui aurait rapidement érodé la montagne, créant des fuites et des effondrements internes mortels. Il fallait donc blinder ces puits verticaux avec d'immenses cylindres en acier. Mais ces cylindres, d'après les rapports, faisaient près de 9 mètres de diamètre. Nos documents expliquent qu'ils étaient tellement larges qu'aucun réseau de trains de l'époque aux États-Unis ne pouvait les transporter. C'est vrai.
Ils auraient percuté tous les ponts ou les parois des tunnels ferroviaires sur le trajet. La solution, vu qu'ils ne pouvaient pas amener les tuyaux au barrage, ça a été d'amener l'usine au barrage. Ils ont fait quoi? Ils ont construit une aciérie sur place? Quasiment, oui. Ils ont construit une immense installation de fabrication d'acier directement sur le plateau désertique, juste au-dessus du canyon. Waouh! Ils ont acheminé de gigantesques plaques d'acier laminées par train normal, ça passait. Et sur place, de puissantes presses courbaient ces plaques à 3. Et ensuite? 3 plaques étaient ensuite soudées ensemble pour former une seule section circulaire de tuyaux. Et ensuite, hop, la section est accrochée au téléphérique géant pour descendre au fond du canyon, glisser dans les tunnels et rattacher avec des goupilles géantes au reste du réseau. Tout ce réseau complexe qui amenait l'eau directement aux turbines. C'est une logistique incroyable, mais pendant que je lisais tout ça, une petite question m'est venue à l'esprit. Dites-moi. Au tout début de notre exploration, on a parlé des 4 immenses tunnels de dérivation, ceux qu'ils ont mis des mois à creuser à la dynamite pour dévier le fleuve au début des travaux. Oui, tout à fait. Une fois le barrage fini et le fleuve bloqué pour former le lac, qu'est-ce qu'on en a fait de ces tunnels? Ils ont simplement rebouché avec du ciment et oublié. Hein? C'est vraiment la beauté de cette conception, ce refus catégorique du gaspillage dont on parlait tout à l'heure. Ces tunnels monumentaux, ils ont eu droit à une seconde vie vitale pour la sécurité de l'ouvrage. C'est-à-dire, Ils ont été intégrés au système de déversoir du barrage. les déversoirs, c'est les trop-pleins de sécurité pour éviter que l'eau ne passe par-dessus la crête du barrage, c'est ça? Exactement. Si une crue décennale extrême survient et que le niveau du lac monte trop et que l'eau passe par-dessus le barrage, eh bien elle tomberait comme une cascade géante directement sur la centrale électrique en contrebas. Ça détruirait tout et ça créerait une onde de choc énorme en aval. Une catastrophe totale. Pour éviter ça, ils ont construit des immenses structures d'admission d'eau sur les côtés du canyon, environ 8 mètres en dessous du niveau maximum du barrage. Et ces admissions sont connectées directement aux anciens tunnels de dérivation. C'est génial. Donc si l'eau monte trop haut dans le lac, elle s'engouffre dans ces trous de côté, elle tombe dans les vieux tunnels et elle ressort tranquillement de l'autre côté de la montagne. En contournant totalement le barrage, en toute sécurité. D'ailleurs, les plans montrent que ces déversoirs ont une structure d'entrée rotative. C'est-à-dire que si la crue est gérable, les ingénieurs peuvent mécaniquement relever les énormes portes du déversoir pour gagner quelques mètres de stockage d'eau supplémentaire dans le lac avant de vraiment déclencher l'évacuation de sécurité. C'est de l'adaptation en temps réel. Chaque élément physique de ce projet a été pensé pour avoir plusieurs utilités, pour travailler avec la montagne et non contre elle. C'est fascinant. Et c'est en août 1935 que le puzzle se met finalement en place. Ils ont fermé les lourdes partes des tunnels de dérivation pour de bon. Ils ont utilisé quelques dernières charges de dynamite et la force du fleuve lui-même pour éroder et détruire les bâtards d'eau temporaires. Le moment de vérité. Le fleuve Colorado a repris son cours naturel, mais pour la toute première fois de son histoire, il s'est heurté à ce mur parfaitement conçu. L'eau n'a plus d'autre choix que de monter doucement pour former le gigantesque lac Mead. Et en 1936, le tout premier générateur s'est mis à tourner. L'installation a été progressivement étendue ensuite, jusqu'à atteindre sa pleine puissance en 1961. Ce qui générait environ 2080 MW. Un chiffre impressionnant pour l'époque. Et pour notre réflexion d'aujourd'hui, je trouve que cette histoire va bien au-delà de la simple prouesse de couler du béton en plein désert. Qu'est-ce que vous en retenez du coup? Je dirais que c'est une véritable leçon d'humilité face à la physique. L'ingénieur en chef n'a pas combattu bêtement la chaleur dégagée par le béton. Il l'a laissé s'échapper en concevant un vide central. C'est vrai? Il n'a pas mis des poids supplémentaires gigantesques pour contrer la pression souterraine de l'eau. Il a créé de simples trous de drainage pour la laisser s'évacuer d'elle-même. C'est une philosophie de conception où la gravité, la thermodynamique et la dynamique des fluides sont carrément devenus les architectes invisibles du projet. Une utilisation subtile des forces naturelles pour accomplir un travail purement titanesque. Exactement. C'est l'essence même de la bonne ingénierie. Mais si l'on regarde ça avec notre perspective actuelle, contemporaine, une donnée donne vraiment le vertige quand on y pense. Laquelle? Nous avons mentionné ces 2080 MW produits par le barrage. Pour obtenir cette énergie à l'époque, il a fallu déplacer un fleuve sauvage, dynamiter des montagnes entières, risquer des vies humaines et retenir artificiellement des milliards de litres d'eau. En effort surhumain, oui. Et pourtant, aujourd'hui, avec la technologie moderne, une centrale solaire photovoltaïque installée silencieusement sur un terrain plat dans le désert peut générer très exactement cette même puissance de 2000 MW. C'est fou quand on y pense. Et ça, sans la moindre pièce mobile géante, sans avoir à bloquer le moindre cours d'eau.
Savoir qu'une ferme solaire plate, totalement silencieuse, sans mur de 20 mètres de haut, ni turbine nécessitant des grues monumentales, peut rivaliser en puissance avec l'un des plus grands titans d'ingénierie de l'histoire humaine, ça laisse ceux qui nous écoutent face à une question inévitable, je trouve. Laquelle? Au regard de nos capacités technologiques actuelles, faut-il voir le barrage ouvert comme un modèle intemporel de la maîtrise des éléments, de par son ingéniosité, ou bien doit-on plutôt le considérer aujourd'hui comme le majestueux dinosaure d'une époque révolue de l'ingénierie humaine? C'est une très belle réflexion. C'est en tout cas une véritable question à méditer la prochaine fois qu'on appuie sur un interrupteur pour allumer la lumière.